Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, de la belle visite, nul autre que le Canadien Nick Taylor, un Canadien qui évolue sur le circuit PGA Tour. Il a déjà 2 victoires en carrière, sa plus récente acquise sur le spectaculaire parcours de Pebble Beach. Parlons de parcours, Émilie, on se retrouve où cette semaine? On est au club de golf du domaine de Rouville et pour nous le présenter, eh bien, je me suis entretenue avec le petit-fils du fondateur, nul autre que le directeur général, Jean-Philippe Robillard. Et Jean-Sébastien, à la leçon, nous parle de l'importance de la routine sur chacun des coups. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec. Le travail d'un professionnel certifié de la PGA du Québec est à caractère multidisciplinaire. La gestion d'un club de golf, c'est du service et bien plus. Nous avons rencontré quelques-uns de vos professionnels lors du championnat Cobra Puma Golf s'ayant déroulé au club de golf de l'Épiphanie, afin qu'ils nous expliquent leur rôle. Je dirais c'est vraiment de promouvoir le jeu du golf en général avec les règles, l'éthique, puis tout le fun que ça l'entoure. C'est les poumons c'est le poumon même du club de golf. C'est celui qui accueille le monde, c'est celui qui les entretient tout au long de la journée. Pour moi, c'est tout. Ça prend un professionnel de golf pour s'assurer qu'il y ait de la vie puis qu'il y ait un certain un décorum à travers un club de golf. Fait que pour moi, c'est ça un professionnel de golf dans un club de golf. C'est le lien entre le conseil d'administration puis le membership, puis au niveau de l'enseignement, de la gestion des parcours, un peu de tout. On touche un peu à tout finalement aujourd'hui. Alors, c'est très important, je pense, d'engager un bon professionnel de golf, un bon joueur, un bon gestionnaire, un bon enseignant. Tu sais, on est très polyvalent quand même. Je pense que la gestion du temps est un défi en soi pour un professionnel dans un club de golf. Un professionnel de golf peut arriver au club de golf le matin. S'il est directeur général de son club de golf, il peut passer les commandes de bière, les commandes dans la boutique. Après ça, il peut sortir dehors, donner un cours de golf. Ensuite, aller parler à ses membres, s'assurer que la compétition de ses membres se déroule bien sur le parcours. Et puis, en fin de journée, aller jouer un petit neutrou avec ses membres là, pour leur donner une belle expérience au club de golf. La passion est sans contredit l'élément moteur des pros de la PGA du Québec. Il n'en reste pas moins que l'enseignement est le fil conducteur envers les golfeurs et les golfeuses. C'est par cette avenue que la passion du sport se transmet auprès des adeptes. Je pense que la passion, ça se transmet de différentes façons, mais un bon véhicule, c'est l'enseignement. De pouvoir aller au terrain d'exercice et pouvoir transmettre ou plutôt enseigner à nos personnes, peu importe l'âge, que ce soit le jeune de 5 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, peu importe l'âge, jusqu'à 80. Les gens sont tous là pour la même raison. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser puis s'améliorer. Alors, nous, étant la référence à travers l'enseignement, c'est facile pour nous de redonner de cette passion-là parce qu'on la partage tous. Bien, moi, ce que j'aime bien, c'est en jouant au golf avec les gens, leur montrer tout ce qu'on peut vivre sur le terrain de golf, les hauts et les bas du golf, de faire des birdies, c'est sûr. Donc, dans mon enseignement, mais je vais parler beaucoup du putting, du chipping, tu sais, les coups les plus importants où on va vraiment avoir du contrôle sur notre balle. Donc, c'est vraiment là que je vais sentir que j'ai du contrôle avec l'élève, puis je sens que vraiment, la personne va progresser plus rapidement parce que ça va être des coups plus faciles, puis c'est des coups qui sont là plus importants. On sait qu'on pote 40 % du temps sur le jeu, donc c'est ça. Donc, je focus plus sur ces coups-là. Mais de passer 4 heures sur un terrain de golf avec les gens, c'est plus là qu'on a créé une relation, puis qu'ils apprennent à nous connaître, puis à dire Crime, il est important, lui, dans un club de golf. C'est important pour moi de transmettre la passion du jeu du golf. Non, il y a des gens qui aiment mieux la pratique, d'autres qui aiment mieux jouer comme moi. Moi, j'aime ça être sur le parcours et puis expliquer là, un peu la mentalité, surtout ayant côtoyé les joueurs du PGA Tour à maintes reprises, là, de vraiment expliquer là, comment les gens pensent, comment les joueurs pensent sur le circuit de la PGA. De demander, premièrement, leur objectif, des fois, c'est juste de lever la balle, de frapper plus fort. Fait que partir de leur objectif, après ça, de les atteindre, de les réaliser, bien, s'ils ont un sourire dans le visage puis ils continuent à aimer le golf, puis il y en a beaucoup de mes élèves qui voulaient même lâcher le golf, puis finalement, ils sont revenus au golf à cause de ça,
parce que maintenant, bien, ils ont plus d'agréments sur le terrain. Bien, moi, ma paye est là totalement. Jean-Sébastien, pour la question quiz de cette semaine, on se tourne du côté de l'Omnium britannique. Oui, dans quelques jours, notre regard sera tourné de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément en Angleterre au club de golf Royal St. George. Ce sera la 149e édition de l'Open et l'Irlandais Shane Lowry défendra son titre. Ce sera la 14e fois que le Royal St. George sera l'hôte de cet événement et un parcours qui, dans le passé, a réservé plusieurs surprises aux golfeurs. Oui, alors voici la question. Parmi les joueurs suivants, qui n'a pas remporté l'Omnium britannique sur les allées du club de golf Royal St. George? A. Ben Curtis, B. Todd Hamilton ou C. Darren Clarke? La réponse après la pause. Avant la pause, la question était: parmi les joueurs suivants, qui n'a pas remporté l'Omnium britannique sur les allées du club de golf Royal St. George? Et la réponse est B. Todd Hamilton. Il a remporté l'Omnium britannique en 2004, mais c'était au Royal Troon. Oui, quant à Ben Curtis, c'était en 2003 qu'il a triomphé de façon tout à fait surprenante et spectaculaire. Il était d'ailleurs le premier golfeur à l'époque à remporter, dès sa première participation, l'Omnium britannique depuis Tom Watson en 1975. Il était, Émilie, classé 396e au monde. Quant à Darren Clarke, il a fallu être un peu plus patient. En 2011, il a remporté au Royal St. George et à ce moment-là, c'était sa 20e participation à l'Omnium britannique. Oui, et on se rappelle, il détenait une avance d'un seul coup. À l'aube de cette dernière ronde, plusieurs golfeurs ont peiné lors du deuxième neuf, dont les Américains Phil Mickelson et Dustin Johnson. Finalement, Clarke l'a emporté par 3 coups. Alors, en compagnie du joueur du circuit PGA Tour, Nick Taylor, Canadien évidemment. Nick, nice to have you with us. It's been now 5 years since you won on Tour 2014. How would you describe those last 5 years? Yeah, it's amazing that it's been 5 years. You know, starting my 6th year on tour this year. You know, I've had ups and downs. I've had some great moments of having great rounds to keep my card. I've been in contention more so in probably the last 6 months than I have been consistently in my career. So I feel like my game's better now than when I won. It's just very difficult to win. I think I might not have had that realization the first year after having won so early in my career, but you obviously know it's difficult, but if you do it early, I feel like you might think you're going to be in more contention more often. But yeah, working towards is just to have more opportunities, and I feel like the more opportunities you get, you can have better chances to win. So would you say that the challenge by winning so early was more mentally than physically, or? Yeah, most likely. Probably managing expectations is definitely a huge part of that. Again, trying to improve, try to get better. Everyone is constantly searching to get better in golf, I find, and sometimes that can be a deterrent, and sometimes you can find it and you get a lot better. So it's definitely a balance, and yeah, I think my game is, like I said, definitely better now than it has been. So I'm excited about the rest of the season and kind of the rest of my career. If we look back at the last 2 seasons, we look at your final stats on the FedEx Cup, 123rd, 121st. Yeah. Okay, I succeeded on tour, but now what's the next step just to make sure that you can secure your card way earlier in the season? Yeah, like the year prior to the last 2 years, it was probably my best year on tour. I had multiple top 10s. I think I finished 90th around there in the FedEx Cup, and that's after moving back in the playoffs. So I know I can have a really solid, successful year even after my year that I'd won. But yeah, you know, 2 years ago I got off to a great start and had a struggling stretch for 3 or 4 months where I missed a bunch of cuts and got it together and game kind of turned around. So I know there's certain parts where I need to improve on, but I feel like my overall game again is much better. But I think the results were lacking a bit behind last year. I think my stats were probably the best they'd been for my entire career. It's just the results are kind of lagging behind a little bit. But I had a good start this fall, so I'm happy about that. Last year was year 1 for a new schedule for the PGA Tour. Are you going to do some adjustment for 2020, or you're going to play as much as, because recently it's an average of close to 30 events a year for you, right? Yeah, I've been played close to 30 events. So this year I'm not going to play Torrey Pines, which I've played the last, I think, 3 years. So yeah, just kind of managing rest is a big deal. I feel like a lot of the big events are spaced out nicely now, but there's also not a lot of breaks in there either. So
Depuis cette entrevue au mois de décembre dernier, Nick Taylor a connu une semaine de rêve et a mené du début à la fin lors du tournoi Pro-Am AT&T à Pebble Beach. Une deuxième victoire en carrière qui aidera grandement le Canadien à planifier le reste de la saison 2020. D'autant plus qu'il a finalement son billet pour le prochain tournoi des maîtres. Plus, you have a new role, new dad. So how does that PGA Tour life comes into perspective? Yeah, it's less of a priority now, which is it's great to have to worry about different things than just yourself, I guess is a good way of putting it. So it'll be an adjustment again, managing time, where to be, try to be more efficient. It's harder now because I really want to be home when I can, and again, trying to be efficient with practicing, working out, being home, trying to be a dad as much as I can. But right now, I'm not much of a priority. I just try to do what my wife tells me. Well, excited for you, Nick, and thank you. Best of luck. Thank you, appreciate it. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, deuxième chronique équipement sur les fers. Sylvain, on s'attaque à la catégorie perfectionnement. On offre beaucoup de distance. C'est pas que les autres catégories n'offrent pas de distance, mais c'est pas le point, le focus. Évidemment, dans la catégorie de la semaine dernière, c'est surtout l'indulgence. La semaine prochaine, ça va être le contrôle dans la catégorie performance, mais là, on s'attaque vraiment à la distance cette semaine. Oui, on propose des looks épurés, beaucoup de technologie, des angles d'envol plus fermés pour beaucoup de distance. On commence avec une nouvelle version chez TaylorMade, le P790. C'est la deuxième génération d'un fer déjà très, très populaire. On a toujours une construction qui permet d'injecter une mousse en uréthane. Ça améliore le son et les vibrations. Ils ont une face redessinée qui est plus mince et qui donne un point de percussion idéal 20 % plus gros que le modèle original. Ils ont aussi enlevé du poids sur le dessus de la tête pour augmenter la masse en tungstène qui est dans le talon. Oui, et le but est d'augmenter la trajectoire de la balle comparativement au modèle précédent, spécifiquement pour ce qui est des fers longs. On offre aussi une version musclée. Oui, les fers P790 Ti possèdent une face en titane, comme son nom l'indique. Le fait qu'on utilise du titane permet d'alourdir la masse en tungstène. Elle pèse 117 grammes au total, donc c'est idéal pour baisser le centre de gravité et produire de la distance. On reste dans les procédés d'injection du côté de chez Ping, Sylvain, avec le nouveau G710. Oui, complètement noir et un fini qu'on appelle Hydro Pearl. On a vraiment une allure haut de gamme. À l'intérieur, la conception est différente. Du hot metal a été installé directement derrière la face pour améliorer les sensations, mais en gardant la vitesse de balle. Évidemment, c'est une version améliorée comparativement au fer Ping G700. On a plus de poids dans le talon, ce qui fait que le moment d'inertie est 5 % plus élevé que l'ancien modèle. Maintenant, du côté de Callaway, la semaine dernière, on a parlé du Maverick Max, mais la version standard Maverick offre plus de distance. Oui, on a encore fait appel à l'intelligence artificielle pour faire le fer Maverick. Chaque face de fer est unique selon l'angle d'ouverture. À l'intérieur, on a une combinaison d'uréthane et de tungstène pour un centre de gravité qui est bas et des sensations optimales à l'impact. Maintenant, du côté de Cobra, Sylvain, on a le King Forge Tech qui est également dans la catégorie perfectionnement. Oui, on a un look classique. On fait également appel à un système d'injection d'uréthane. Évidemment, l'objectif est de rendre la face réactive et d'améliorer les vibrations à l'impact. La notion de distance provient également de la face. Oui, la technologie PowerShell est une face qui s'élargit jusque sous la semelle. Résultat, on obtient plus de vitesse dans le bas de la face. On a aussi une masse en tungstène dans les fers longs pour faciliter l'envol de la balle. On termine du côté de Cleveland Golf, Sylvain, avec les fers Launcher UHX. C'est vraiment un fer progressif. C'est un tout nouveau modèle cette année pour Cleveland. Comme tu le mentionnes, ce qui est intéressant à propos de ces fers, c'est qu'il s'agit d'un ensemble divisé en deux. Donc, du cocheur d'allée au fer 7, on a une cavité, alors que tout ce qui est plus haut, c'est une construction complètement vide à l'intérieur. On obtient le meilleur des deux mondes. Possède aussi les rainures de leur fameux cocheur. Oui, les rainures de l'ensemble sont les mêmes qui ont fait la renommée de leur wedge. Les rainures Tour Zip sont usinées au laser, ce qui assure une très grande précision. Sylvain, encore une fois, merci pour ces informations. On a parlé des fers de catégorie développement, perfectionnement. La semaine prochaine, on s'attaque aux fers de performance. Soyez-y. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Cette semaine, je pose une question bien simple. Est-ce que votre routine est efficace? Le but de ce conseil n'est pas de vous donner des gestes précis à faire pour avoir une bonne routine. Un bon geste préparatoire vous met dans un bon état d'esprit au-dessus de la balle. C'est ça le but d'une routine. Car bien souvent, le problème, c'est qu'on est habitué de faire des gestes. Par exemple, un élan de pratique, par automatisme.
Et le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ce que l'on fait. Il n'y a pas de but tangible à faire un élan de pratique. Alors là, notre conscience, elle est ailleurs, probablement sur le résultat, et c'est ce qui est néfaste. Pour savoir si vous avez une routine efficace, demandez-vous simplement qu'est-ce que vous devez faire physiquement. Lorsque vous êtes au-dessus de la balle, si votre réponse est vague et que vous voulez simplement faire un bon élan de golf, votre routine n'est pas efficace. Dans le cadre d'une routine, vous avez probablement déjà entendu parler d'une boîte de préparation et d'une boîte d'action au-dessus de la balle. Tout d'abord, pour ce qui est de la boîte de préparation, c'est ici que j'accumule toutes mes informations. Distance, force du vent, bâton à utiliser. Et même, vous n'avez pas besoin d'être derrière la balle pour accumuler plusieurs de ces informations. Si vous n'êtes pas le premier à effectuer votre coup de départ, ou si vous n'êtes pas le premier à effectuer votre deuxième coup dans l'allée, vous pouvez aller chercher plusieurs informations avant même d'arriver à votre balle. Et du même coup, vous améliorez votre temps de jeu. Une fois que l'on a un objectif d'établi, c'est-à-dire une cible, une distance et peut-être même une trajectoire en tête, l'idée, c'est de ramener le tout à des gestes concrets. Donc, peu importe la nature de vos gestes, le nombre d'élans de pratique, l'intensité des élans, ce qui est important pour vous, c'est de trouver une façon de transférer un objectif en éléments tangibles dans votre élan. Je veux être conscient de ce que j'ai à faire lorsque je m'installe au-dessus de la balle. Je vais y aller d'un exemple fictif pour expliquer mes propos. On est dans l'allée, le fanion est au fond sur la droite, à 155 verges de l'objectif. Étant donné que j'ai un vent léger de dos, je tombe à 145. Je suis entre deux bâtons. Mais je sais qu'il y a des problèmes derrière le verre. Alors, je veux éviter, je vais jouer de façon sécuritaire un peu plus à court, 140. 140 verges, pour moi, c'est un cocheur d'allée bien frappé, tout simplement. Alors, dans ma boîte de préparation, je vais y aller de mes élans de pratique. Il y a un élément technique que je travaille présentement, ma cuisse au niveau de mon élan arrière au sommet. Je veux bien ressentir de la tension. Par la suite, je passe à ma boîte d'action et je peux vraiment me poser la question suivante et y répondre. Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? Alors, je vais frapper un cocheur d'allée le mieux possible avec un élément tangible technique. C'est tout. Je ne pense pas à frapper avec plus de vitesse parce que je sais qu'il va me manquer de la distance. Je ne pense pas non plus au dernier coup de wedge qui a été moyen. Je ne pense pas au fait que je ne suis pas aligné avec le drapeau. Je pense à effectuer un bon élan avec mon cocheur d'allée. Je suis conscient de ma tâche. Et c'est comme ça pour tous les coups. Combien de fois notre message interne est négatif lorsqu'on est au-dessus de la balle? Il ne me permet pas de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Alors, à vous de trouver les éléments à incorporer dans votre boîte de préparation afin de prendre toute l'information, la synthétiser et la rendre le plus simple possible. Parce qu'une bonne routine, rappelez-vous, ne vous permet pas un bon résultat. Il vous permet un bon état d'esprit au-dessus de la balle. Bon golf! Cette semaine, on est de passage dans mon patelin au golf du domaine de Rouville, un club qui est géré avec passion par une famille de la région depuis 1972. Et pour vous le présenter, on rencontre son directeur général, Jean-Philippe Robillard. Jean-Philippe, je suis originaire de la Montérégie, plus particulièrement de la vallée du Richelieu. Et quand on pense au club de golf du domaine de Rouville, on pense inévitablement à la famille Robillard. Oui, mon grand-père, Maurice Robillard, a lui-même dessiné et conçu le terrain. Et la construction a débuté en 1972. C'est toujours une entreprise familiale depuis cette époque. Terrain qui a été ouvert à vocation publique, qui est une vocation qui nous tient à cœur, qu'on met beaucoup de l'avant encore aujourd'hui. Donc, un terrain qui demeure accessible à tous. La rumeur circule que c'est un terrain de gaucher, c'est vrai ça? Oui, oui. Tous nos coudes, nos doglegs, proprement dit, sont à gauche. Donc, avis aux gauchers qui aiment slicer, c'est l'endroit idéal. Droitier, par exemple, on demande un contrôle de balle accru. C'est quoi la particularité des verres ici? Ah, les verres sont en assiette renversée. Donc, la balle peut facilement sortir. Il faut vraiment bien contrôler ses approches, avoir un bon contrôle de balle. Par contre, pour compenser ce niveau de difficulté-là, on les tient à une vitesse un petit peu plus restreinte, aux alentours de 8 ou 9.
Vous êtes situé entre la montagne de Rougemont, entre le Mont-Saint-Hilaire. C'est vraiment une magnifique région. C'est un terrain qui est relativement plat, mais quels sont les autres défis pour un golfeur qui vient pour la première fois? Notamment les verts desquels on a parlé, la tendance à gauche de la majorité de nos trous. Aussi, des obstacles d'eau qu'on traverse 8 fois pendant une ronde, qui peuvent sembler être à une distance raisonnable, mais qui vont souvent forcer un coup d'extra de sûreté avant, dépendamment si on est gros cogneur ou pas. Il va falloir bien juger cette distance-là. Est-ce que c'est un terrain qui se marche bien? Topographie de la Montérégie, très plat, se marche très bien. D'ailleurs, on a une très forte clientèle de marcheurs. Les gens viennent nous visiter pour justement jumeler effort physique avec leur ronde de golf. C'est vraiment quelque chose qui est en demande ici fortement. On est curieux de savoir le trou signature ici au club de golf du domaine de Rouville, c'est lequel? Ce serait le numéro 16, qui est un par 3 qui traverse un obstacle d'eau avec un saule pleureur très mature qui vient obstruer un peu l'accès au vert, mais qui donne une visibilité absolument à couper le souffle. Et nouveauté, centre d'ajustement qui vraiment fait fureur. Oui, centre d'ajustement avec comme équipementier Ping, notre maître ajusteur Richard Serrois qui connaît vraiment un fulgurant succès depuis maintenant l'année dernière et on n'a que des recommandations à cet effet. Ce qui m'amène vers votre académie, parce que vous avez une académie ici. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, on a 6 enseignants qui sont là pour répondre aux besoins de tous du lundi au dimanche. Des formules de groupe pour les juniors, pour les seniors, des formules pour les initiations aussi. On a vraiment une panoplie de produits pour répondre soit aux golfeurs plus expérimentés ou aux nouveaux initiés. Et Jean-Philippe, moi comme golfeuse, qu'est-ce qui devrait m'inciter à venir jouer ici si je ne connais pas le club de golf du domaine de Rouville? On est en Montérégie, mais on est plus précisément dans la vallée du Richelieu, qui est une région magnifique, très dynamique et une région gourmande. Donc c'est l'occasion parfaite de complémenter sa journée golf sur un magnifique terrain avec une visite de vignoble, une escapade en montagne. Les activités sont multiples et sont au rendez-vous. Vendu. Merci Jean-Philippe. Plaisir. Bonne saison. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. À ne pas manquer la semaine prochaine et vous allez être privilégié. On visite la roulotte mobile du manufacturier TaylorMade en tournée sur le circuit PGA Tour. Un coup d'œil sur le changement des règles. Un an après, bon ou mauvais pour les amateurs et pour les professionnels. Et à la leçon, comment obtenir la bonne distance avec vos cocheurs. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec.